Chers amis, bienvenue sur F1i TV pour une nouvelle émission un peu plus dans un esprit magazine, moins axé sur le débriefing d'un Grand Prix en particulier. On retrouve mon ami Ziv Knoll, avec PVV Ziv, le vieux duo, et je sais que vous appréciez, donc on va essayer de ratisser un peu large l'actualité de ce printemps 2022, avec beaucoup de choses à dire, puisque alors le printemps, c'est aussi le symbole, le mois de mai en l'occurrence, de Monaco, le fameux Grand Prix de Monaco. C'est quand même 90 ans de sport automobile et même un peu plus. Et puis, on se pose un peu des questions, puisqu'on vient de vivre l'e-prix, la Formule I à Monaco. On a droit ensuite au Grand Prix historique, avec les Formule 1 d'époque, un magnifique plateau. Et puis, on termine le mois en beauté avec le Grand Prix de Formule 1. Mais on sait que le contrat est à renouveler, donc Monaco reste un peu la capitale symbolique de prestige, en tout cas du sport automobile, avec les 3 disciplines réunies en quelques semaines, Ziv. Mais voilà, l'évolution est telle qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. On a eu la présentation de la nouvelle 3e génération, la Gen 3 de la Formule I, qui va tôt ou tard rapprocher les performances électriques des Formule 1 thermiques ou hybrides. Oui, ça risque d'être très intéressant, hein, Pierre, parce que ces Formule E ont vocation à avoir 700, 800, 1000 chevaux, hein, parce qu'il n'y a plus de limite avec l'électrique. Et puis à un certain moment, les constructeurs vont se dire, tiens, on veut montrer notre savoir technologique en Formule 1, en Formule E. Donc est-ce que ces deux disciplines n'ont pas vocation à un jour faire route ensemble, hein, ça c'est la question. Un jour peut-être un peu plus lointain, parce que dans l'immédiat, c'est vrai qu'on ne va pas être à 1000 chevaux en Formule I tout de suite, même si le développement, la recherche sur les batteries, la taille des batteries, le rendement des batteries, les performances, ça évolue très très vite, et les constructeurs évidemment y investissent énormément. On constate quand même qu'il y a un peu de va-et-vient, hein, les constructeurs qui quittent la Formule I, comme Audi, Mercedes et BMW, Porsche qui se pose des questions, Porsche qui arrive en Formule 1, Audi qui va faire la F1 aussi. Effectivement, il y a un moment, on se demande s'il n'y a pas une logique de fusion, d'autant plus que on sait que c'est les mêmes actionnaires qui sont derrière les deux championnats. Oui, c'est vrai qu'on sent que la Formule 1 est un peu en baisse de régime. Hein. La Formule électrique a toujours attiré les constructeurs et maintenant, tout d'un coup, ils se rendent compte que la Formule 1 n'est pas du tout contournable, ils se mettent tous à y revenir, et en principe, c'est l'ogre Formule 1 qui va tout bouffer, bien sûr, hein, Pierre. Bien sûr. Même si la Formule I, bon là on est dans une saison de transition, etc., la génération 3 sera quand même, je pense, très intéressante sur le plan de l'évolution du spectacle. Quand on a vu Monaco sur le grand circuit, ça a quand même une autre allure que le petit circuit de karting là en bas des premières années. Mais il faut reconnaître que l'impact médiatique et l'engouement populaire, disons, la visibilité, la notoriété de la Formule I est encore très très loin du compte par rapport à la F1, et les constructeurs font leurs calculs en termes de retour sur investissement. Ça me paraît assez évident. Grand Prix historique, tu peux nous en dire un mot aussi, parce que nous, on a cette fibre de la culture du sport automobile. Bah oui, moi j'adore, le Grand Prix historique, c'est vraiment extraordinaire, parce que notre passion, elle vient des Formule 1 des années 70, des années 60 aussi. On admire cette technologie bien basique, ces concepts aussi tellement différents d'une voiture à l'autre, on les reconnaît tout de suite. On ne va pas confondre une Tyrrell d'une Shadow, d'une McLaren. Et quel plaisir d'entendre ces moteurs hurler dans la principauté. Donc pour moi, c'est un plaisir énorme de chaque année me retrouver à Monaco et voir ces voitures en action. Et les entendre effectivement résonner entre les buildings. Donc c'est vrai que l'intérêt de Monaco historique, c'est vraiment la concentration et le plateau. Il y a 250 voitures, mais il y a ce qui se fait de mieux de toutes les périodes où les Formule 1, ou même auparavant, se sont produites en principauté, et c'est... Voilà, c'est une réunion de passionnés. Alors, justement, l'histoire de Monaco, certes, on a célébré le 90e anniversaire il y a 3 ans maintenant. Il faut aller au centenaire quand même de Monaco. Qu'en est-il ? Est-ce que Monaco peut gicler du calendrier, puisqu'il en est question? On vient de voir le Grand Prix de Miami, énorme succès aux États-Unis. Il y en a d'autres qui vont suivre, Las Vegas, et puis il y en a eu d'autres, des courses en ville spectaculaires, Singapour de nuit, Abu Dhabi, la Marina, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'il est envisageable, est-ce que c'est pensable que Monaco
disparaissent du calendrier de la F1. Ouais, c'est une bonne question, Pierre, hein, parce que c'est vrai, il y a un vrai renouveau avec Liberty Media qui regarde tous azimuts, hein, parce qu'on parle de 3 voire 4 Grands Prix aux États-Unis, on parle d'un Grand Prix en Afrique du Sud, idéalement, on parle de s'étendre vers les pays émergents. Alors, quid des circuits historiques? Mais j'ai malgré tout l'impression que Liberty est assez intelligent de ne pas remettre en cause le Grand Prix de Monaco, parce que c'est le pilier, c'est l'incontournable, c'est l'écrin de la Formule 1. Donc, ils vont la jouer un peu à la dure dans les négociations de reconduction des contrats. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que avec 22 courses, 23 courses, on parle peut-être de 25 courses par année, à un certain moment, il faudra organiser une tournante, peut-être, entre les nouveaux circuits et les plus anciens, en disant voilà Spa, voilà Hockenheim, voilà Imola, vous aurez un Grand Prix tous les 2 ans. Oui, je crains que c'est ce qui nous pend au nez, en effet. Alors Monaco, c'est un cas particulier parce que historiquement, Monaco n'a jamais payé très lourd en termes de prix de plateau. Monaco a toujours conservé les droits sur les publicités sur le circuit parce qu'on est dans le domaine public. Même sur les droits télé, à une époque, ça a été assez tendu avec Bernie Ecclestone. Là, je pense que Monaco va devoir s'aligner sur les nouveaux Grands Prix en termes de prix de plateau et va devoir lâcher du lest sur les publicités et sur les recettes commerciales. Sinon, c'est vrai qu'il pourrait, ce serait un sacrilège, mais il pourrait s'en passer. Alors, la tournante, c'est ce que je crains personnellement, pas seulement pour Monaco, mais aussi Spa, puisqu'on a roulé à Spa là, très récemment avec les 6 heures du championnat d'endurance, le WEC. On va rouler à Spa bien sûr au mois d'août. Spa qui a fait de gros investissements sur l'aménagement de la piste et sur ces nouvelles tribunes absolument somptueuses, mais pas de contrat non plus au-delà de 2022. Alors là aussi on s'interroge parce que même si Spa paraît aussi incontournable que Monaco, le risque c'est effectivement qu'on se retrouve probablement dans des formes d'alternance, et c'est valable également pour le Grand Prix de France au Paul Ricard. Tout ça est en fin de contrat, donc 2023, bien malin qui pourra nous donner le calendrier. Oui, c'est intéressant à plein d'égards. Évidemment, nous, on tient notre Spa-Francorchamps. Ils ont fait des gros efforts, ils ont fait de beaux efforts, hein, mais c'est toujours un pari parce que il faut d'abord investir et puis séduire les décideurs de la Formule 1. Évidemment, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est comme avec Monaco. Ils savent qu'ils doivent maintenir Spa, Monza, Suzuka. Normalement, c'est incontournable. Mais rien n'est dit puisque, comme il y a un nouvel engouement aux États-Unis grâce à Drive to Survive, à la série Netflix, et tout d'un coup, on se dit il y a Miami, mais maintenant il y aura peut-être Indianapolis. À l'avenir. Il y a Las Vegas, ils font 400 000 entrées sans problème la première année, mais c'est vrai en Europe aussi, parce que l'engouement là, et même l'impact Netflix est valable partout dans le monde. On le voit, y compris Spa, les 100 000 places sont vendues depuis 2 mois. Au Ricard, on n'aura sans doute jamais autant de monde, ce qui va peut-être poser des problèmes, by the way, pour l'accès au circuit. On sait que c'est le problème au Castellet. Et donc, les promoteurs peuvent maintenant un peu augmenter les prix et donc payer plus cher en prix de plateau. Il y a une logique économique là-dedans et les Américains ont investi et ils recueillent le prix de leur investissement. Absolument, hein, les téléspectateurs et les spectateurs sont présents. Hein, il suffit de voir l'engouement que Verstappen a généré et cette cohorte de Hollandais tout en orange qui font tous les Grands Prix d'Europe. Au moins. Oui. Et puis on a ces constructeurs allemands, Audi et Porsche, qui annoncent leur venue, et les patrons de Volkswagen qui demandent un Grand Prix d'Allemagne. Donc on aura encore un problème en plus, parce qu'il faudra une course en Allemagne, forcément. Et donc, l'histoire de la tournante au niveau des Grands Prix, je crois que c'est inéluctable. Le principe de l'alternance, en effet, nous pend au nez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors ça, c'est effectivement les Américains qui ont repris le business, qui ont comment dirais-je, révolutionner le business quelque part par rapport au modèle économique précédent de Bernie Ecclestone, avec des écuries maintenant qui deviennent des affaires rentables. Les franchises, le système de franchise tel que organisé par Liberty Media, eh bien, fait que, grâce au budget plafonné aussi, fait que ça devient
des business rentables, alors qu'on sait que les écuries de F1, jusqu'à présent, c'était plutôt des paniers percés, Yves. Et donc ça, c'est un peu la mentalité américaine qui s'imprime en F1. On va le voir le mois de mai. Hein, la symbolique du mois de mai, c'est aussi Indianapolis. Hein, le dernier dimanche de mai, Indy 500, les 500 miles d'Indianapolis, qui est quand même la plus vieille course du monde, la plus rapide course du monde, la plus grande course du monde, disent les Américains. Et pour ceux qui peuvent, hein, vraiment, je vous dis, il ne faut pas la manquer parce que ça fait quelques années que Pierre et moi, on la commente et c'est un plaisir. C'est une course haletante de 3 heures avec des centaines de dépassements et des accidents. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et jusqu'au dernier mètre, on ne sait pas qui va gagner. Donc, voilà, on se concentre sur la Formule 1, mais on aime l'IndyCar aussi. C'est un grand show à l'américaine, Indianapolis 500 miles, et puis il y a aussi le Grand Prix d'Indy sur le circuit routier, donc voilà, et qui pourrait d'ailleurs accueillir à nouveau un Grand Prix de F1 dans l'avenir. Donc Indianapolis, l'IndyCar et la F1 ne sont plus vraiment concurrentes. On voit que la progression est parallèle, il y a même des synergies qui peuvent s'établir entre les deux. C'est valable avec Roger Penske qui a repris Indy et le championnat IndyCar et également accessoirement avec l'endurance. Donc tout ça bouge. C'est vraiment un paysage du sport automobile du XXIe siècle qui s'installe, qui prend place et qui va évoluer. Voilà, ce sont des changements qui sont effectivement inéluctables, Yves, mais on va devoir s'adapter, nous les fans, et faire avec. Et on se réjouit parce que c'est un global business et bravo. Voilà, l'actualité de ce mois de mai est donc chargée, l'actualité de ce printemps continue et je vous recommande évidemment de la suivre tous les jours sur f1i.fr.